Marianne Gavrilovic, je suis assistante de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Pour la webconférence d'aujourd'hui, nous accueillons Maître Romain Boulet, avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire de la conférence et membre de l'Association des avocats pénalistes. Je vais ainsi donner la parole à Maître Boulet, que j'invite, pour commencer, à se présenter ainsi que son parcours professionnel. Bonjour Mme Gavrilovic, bonjour à tous. Je m'appelle donc Romain Boulet, je suis avocat à Paris depuis 20 ans. Je suis associé au sein d'un cabinet qui s'appelle PES et nous avons comme activité principale le droit pénal, c'est-à-dire que nous défendons aussi bien des méchants garçons que des victimes. Nous avons également une activité de recherche, c'est-à-dire que moi et mon associé essayons de publier assez régulièrement dans des revues juridiques des avis ou des commentaires d'arrêt. Et puis, nous défendons à côté un certain nombre d'associations quand nous estimons qu'un certain nombre de combats doivent être menés devant les tribunaux pour faire avancer les choses. Et c'est un peu dans ce cadre-là que vous me rencontrez aujourd'hui, puisque j'ai assisté l'Association des avocats pénalistes, donc une association qui regroupe environ 400 avocats en France qui ont pour activité principale le droit pénal, devant le Conseil constitutionnel pour soutenir une question prioritaire de constitutionnalité qui nous retiendra aujourd'hui et qui a abouti à une décision de censure, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a considéré que l'utilisation de la visioconférence devant la chambre de l'instruction en matière criminelle, il y a beaucoup de si, beaucoup de réserves, n'était pas conforme au texte constitutionnel français. Merci. Je vous remercie d'avoir abordé le sujet puisque c'était la question précédente. Pouvez-vous donc nous expliquer cette décision du Conseil constitutionnel et tout ce qui en découle? Alors, globalement, pour vous la présenter, je vais essayer un peu de vous présenter aussi la visioconférence en France, qui a une assez longue histoire finalement, avec beaucoup de résistance, notamment de la part des avocats dont je fais partie, et des avancées un peu coup par coup que je trouve assez hasardeuses. La visioconférence, elle arrive en France pour la première fois par des lois de 2000 et 2001. Et au départ, elle n'était pas du tout prévue pour le jugement des personnes détenues, elle était prévue pour qu'on entende des témoins ou des experts, notamment parce que certains tribunaux français sont outre-mer et qu'il était difficile d'organiser des procès avec l'île de la Réunion, avec la Guadeloupe, avec les Antilles, en faisant venir des experts de France. Et donc, on avait trouvé ce moyen technique de faire déposer des experts ou parfois des témoins. Ça s'est mis en place de façon un peu empirique et finalement, au fur et à mesure des réformes législatives, il faut savoir qu'en France, on est très obsédé par les réformes législatives, notamment en matière pénale, et chaque gouvernement et chaque ministre de la Justice a à cœur de changer quelque chose dans le code de procédure pénale. Donc, à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, on a une réforme du code de procédure pénale. Je crois que depuis 10 ans, pour vous donner une idée, on en est à la 80e réforme du code de procédure pénale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous est assez propre. Et donc, à chacune de ces réformes, sans au départ que les avocats s'en rendent compte, eh bien, au fur et à mesure, le champ de la visioconférence était étendu. Ça s'est d'abord appliqué aux étrangers. En France, on a un gros contentieux pour le droit des étrangers avec les gens qui sont en situation irrégulière, les gens qui essayent de rentrer sur le territoire national, dont la situation est examinée par un magistrat qui doit décider s'ils doivent rester dans des zones de rétention. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est mis à organiser des procès à distance. Et puis, le territoire a été touché notamment par un certain nombre d'attentats et on a eu un certain nombre de réformes législatives du fait de cette adaptation de la justice au terrorisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu apparaître 2 séries de réformes qui ont d'abord éventuellement permis que des gens soient jugés par visioconférence, ce qui, déjà, moi, personnellement, m'atteignait particulièrement, mais jusque-là, il était encore possible que les gens s'y opposent. C'est-à-dire qu'on offrait la possibilité aux juges d'organiser des procès avec des gens détenus par visioconférence, mais leurs avocats ou les détenus pouvaient encore s'y opposer en disant « moi, je veux rencontrer mon magistrat ». Et la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question relative à la détention provisoire. En France, on est très malade, me semble-t-il, de cette détention provisoire. On a actuellement, donc les prisons françaises
battent régulièrement des records. Ça a un peu changé avec le Covid, mais disons qu'en France, on a à peu près 70 000 détenus. Et sur ces 70 000 détenus, nous avons 30 000 personnes qui n'ont pas encore été jugées. Donc, ce sont des gens qui sont présumés innocents. Ça représente quand même un gros tiers de nos détenus et qui, dans l'attente de leur jugement, pour des raisons qui tiennent à la nécessité de poursuivre les enquêtes, les risques de pression, les risques de fuite beaucoup, sont détenus, mais voient théoriquement leur détention contrôlée par un magistrat. Donc, quand vous êtes en prison avant d'être jugé, si c'est un dossier correctionnel, c'est-à-dire pas trop grave, un magistrat doit tous les 4 mois examiner votre détention provisoire pour savoir si elle est justifiée, si elle doit être prolongée. Et si vous êtes en matière criminelle, un magistrat doit tous les ans vérifier que votre détention est toujours justifiée. Et donc, dans ce cadre-là, on a vu des réformes arriver, et dont d'ailleurs ont été votées par le Parlement, qui disaient qu'une détention provisoire pouvait être contrôlée par un magistrat sans que la personne soit présente, sans qu'elle soit extraite de la maison d'arrêt, et que le magistrat examine au travers de la visioconférence la situation de cette détention provisoire, la situation personnelle de la personne qui est pour le coup, là, les avocats se sont réveillés et ont réalisé qu'il était en train de se passer quelque chose d'assez grave. L'idée derrière tout ça, c'est une question de coût et de budget. C'est qu'il a été établi, je crois que ce n'est pas contestable, qu'une extraction, le fait de faire venir un prisonnier devant le tribunal pour qu'il rencontre le magistrat, ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'il faut prévoir une équipe de l'administration pénitentiaire pour l'amener, parce qu'il faut qu'il soit accueilli au tribunal pendant le temps de l'audience, parce qu'il doit être reconduit derrière, et qu'effectivement, si on pouvait organiser ces comparutions directement à partir de la maison d'arrêt, on économisait beaucoup d'argent. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces réformes ne sont donc envisagées et organisées que du point de vue des magistrats. Là, c'est un avocat qui vous parle. Jamais on est venu nous demander notre avis pour nous dire on envisage de faire des vidéoconférences, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais si toutefois ça devait passer, comment est-ce que vous voudriez que ça s'organise? Comment est-ce que vous voudriez, vous, intervenir? Est-ce que vous, avocat, vous voudriez être aux côtés de votre client ou est-ce que vous voudriez être aux côtés du magistrat et de la cour? Tout ça, ça n'est pas prévu. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je vous en dirai un mot tout à l'heure, les textes ne prévoient pas la façon dont la visioconférence peut être organisée, mais simplement, on prévoit la possibilité pour le magistrat, sans que la personne ne puisse s'y opposer, d'imposer la visioconférence pour l'examen de sa situation en matière de détention provisoire. Donc, pour vous le synthétiser et comprendre pourquoi nous on trouve ça scandaleux, je sais qu'on va en parler après. Moi, je considère qu'on défend moins bien et on juge moins bien quelqu'un qu'on ne voit qu'à travers un écran. Et donc, des gens qui sont prévenus innocents, qui demandent à ne pas être placés en détention provisoire ou qui demandent à ce que leur détention provisoire ne s'applique pas, ne pouvaient même pas rencontrer le magistrat et ne pouvaient pas s'opposer à l'organisation de cette visioconférence pour que leur situation personnelle soit examinée. Nous avons donc, en France, on a un certain nombre de moyens juridiques qui nous permettent de contester les dispositions législatives. D'abord, le Parlement fait son travail, et puis après, lorsque les lois sont votées, on peut, à partir d'un procès, saisir le Conseil constitutionnel en demandant à ce que le Conseil constitutionnel constate qu'une loi, même si elle a été votée, est contraire aux dispositions de la Constitution. En France, on considère que les droits de la défense, qui est une notion très floue, je sais que vous m'interrogerez tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'on entend par un droit de la défense, et ben, ça dépend de ce qu'on veut bien y mettre ou ce que nous on vient soutenir, mais les droits de la défense, notion juridique assez floue, sont protégés par la Constitution. Donc, dans ce cadre-là, et je reviens à la question que vous me posez, on a un individu qui était mis en examen, qui était soupçonné d'avoir participé à un crime, qui est donc placé en détention provisoire qui peut durer 1 an avant d'être contrôlé par un magistrat, qui a vu sa détention prolongée au travers d'une visioconférence. Et donc, il a saisi le Conseil constitutionnel en disant il y a une atteinte au droit de la défense parce que non seulement ma détention est examinée par un magistrat, mais même si je fais appel, c'est pour ça que là on parle de la chambre de l'instruction, c'est la chambre de la cour d'appel qui examine les recours contre les détentions provisoires. J'essaie toujours de vous synthétiser. Donc, cet individu
a eu un magistrat, juge des libertés et de la détention, qui a dit « Je prolonge votre détention provisoire sans que vous soyez là ». Il a fait appel et il a dit « Je veux comparaître devant mes juges parce que je n'ai toujours pas rencontré les juges ». Et la chambre de l'instruction a dit « Je prolonge votre détention provisoire sans vous rencontrer au travers d'une visioconférence ». Nous sommes donc allés soutenir devant le Conseil constitutionnel que ça n'était pas conforme à la Constitution et que c'était une atteinte au droit de la défense. Et dans la décision dont nous parlons, le Conseil constitutionnel est venu dire qu'effectivement, en matière criminelle, il y avait une atteinte au droit de la défense parce qu'il ne rencontrait pas physiquement son juge. Et donc, le Conseil constitutionnel a fait injonction au législateur en disant « Vous avez jusqu'au mois d'octobre pour changer la loi parce que la loi n'est pas conforme à la Constitution ». Ça a l'air bien, c'est une victoire. Je ne conteste pas du tout que c'est une victoire, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content, mais c'est extrêmement limité et en réalité, ça n'est que le début d'un combat. D'abord, le Conseil constitutionnel a limité sa décision aux procédures criminelles. Donc, peut-être qu'on tue et qu'on viole beaucoup ou qu'on braque beaucoup en France, j'en sais rien sur ce que ça représente, mais ça n'est finalement pas un si gros contentieux que ça. C'est réservé aux contentieux les plus graves parce que ce sont les contentieux où on peut attendre jusqu'à 1 an avant de voir son juge. Donc, pour la grande majorité des procédures, pour l'instant, le Conseil constitutionnel n'a pas dit que la visioconférence n'était pas possible. La deuxième réserve, c'est que le Conseil constitutionnel a dit qu'il prenait cette décision en l'état des moyens techniques. Il sous-entend par là que si, alors je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête, le Conseil constitutionnel, c'est des vieux monsieur, en fait, il y a 2 dames, c'est des anciens premiers ministres et des anciens hauts magistrats, ils sont 9, donc je ne sais pas quelle application concrète ils ont de la visioconférence, mais ils laissent quand même la possibilité au fait que des progrès techniques pourraient finalement permettre la visioconférence, même en matière criminelle. Donc, on a une décision qui est assez limitée dans sa portée. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que pour la première fois, la haute juridiction est venue dire que la comparution devant le juge était un des droits de la défense. Alors, la subtilité, moi je les trouve très cyniques, mais c'est toujours ma vision d'avocat. Entendez ce qu'ils disent. Ils ne disent pas, ce qui est important, c'est que votre avocat et que vous-même puissiez vous expliquer devant le juge. Ce qu'ils disent, c'est que c'est important que le juge puisse rencontrer le prévenu. Donc voilà, ça reste toujours une vision très magistrat et très poursuite ou répressive de la justice. Ce n'est pas une vision très défense. Mais n'empêche qu'ils viennent dire rencontrer son juge, c'est l'un des droits de la défense. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent, c'est qu'une violation des droits de la défense est donc une atteinte à la Constitution et justifie qu'on change la loi. Au moins de ça, je m'en satisfais, même si pour l'instant, je ne crie pas victoire. Ça n'est pas du tout une remise en question de la visioconférence en France. C'est une première victoire à partir de laquelle peut-être nous en aurons d'autres, mais pour l'instant, on est dans un cadre très limité. Donc, si j'ai bien compris, c'est réduit à la procédure en appel devant la Chambre. Donc, la procédure qui sera devant le juge peut toujours être en visioconférence? Oui, c'est-à-dire qu'ils disent juste, et d'ailleurs ce qu'ils disent, pardonnez-moi, et je n'ai même pas encore été très précis, ils disent juste qu'il faut que vous ayez la possibilité de vous opposer. Ils ne disent pas que c'est impossible. Ils disent on n'a pas le droit de vous imposer qu'à 2 reprises, c'est-à-dire et devant le juge et devant la cour d'appel, vous ayez une visioconférence. Il faut qu'au moins l'une des 2 fois, vous rencontriez votre juge. Donc, si vous avez rencontré votre juge, en appel, vous pouvez faire une visioconférence. Je vois, merci beaucoup. Donc, vous l'avez déjà beaucoup abordé. Qu'est-ce que ça va entraîner comme type de réforme législative et où pensez-vous que ça va mener en termes de portée de cette décision? Alors d'abord, nous, ça nous donne… on avait raison. Ça, c'est la première chose. Et surtout, on ne parle pas dans le désert. Et, on n'est pas des vieux schnocks qui pensons que les progrès techniques sont une mauvaise chose et que la justice doit absolument résister aux progrès techniques. Au contraire, je pense qu'il y a plein de bonnes choses à tirer des progrès techniques, mais je pense qu'il faut savoir parfois résister et qu'il ne faut pas céder à toutes les facilités. Pour l'instant, c'est une portée assez limitée, donc le Conseil oblige le législateur à changer la loi dans un délai de 9 mois en disant il faut que vous permettiez aux prévenus de s'opposer à la visioconférence en matière criminelle. Voilà, ça c'est assez limité. Mais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où le Conseil dit la visioconférence est une atteinte au droit de la défense
Et à partir du moment où ils disent rencontrer physiquement son juge fait partie des droits de la défense, nous, ce qu'on en tire, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette décision dans d'autres situations pour essayer à chaque fois de limiter le recours à la visioconférence. Moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer la visioconférence, mais je dis, notamment en matière pénale et notamment en matière de jugement des prévenus, qu'il est inacceptable qu'on puisse juger et condamner des gens sans les rencontrer physiquement s'ils s'y opposent. Après, peut-être que des gens, pour des raisons pratiques, peuvent préférer être jugés par visioconférence. Mais je trouve ça inacceptable qu'on puisse imposer aux gens d'être jugés et condamnés dans ce cadre-là. Pour l'instant, on admet encore leur opposition, mais il y a plein de cas procéduraux, on va pouvoir s'engouffrer, et notamment, pourquoi pas, d'autres cas de la question des étrangers dont je vous parlais au début, s'engouffrer dans cette décision pour essayer de changer la loi. En tout cas, ça marque un coup d'arrêt à cette espèce de développement à tout va de la visioconférence, parce que vraiment, depuis quelques années, sous couvert de ce prétexte budgétaire, on nous collait la visioconférence à toutes les sauces. Et voilà, la haute juridiction, des magistrats viennent dire attention, les choses ne sont pas si simples que ça. Ça permet une discussion, on en discute aujourd'hui, ça permet à plusieurs points de vue de s'exprimer, ça permet notamment, c'est ce que je vous disais, l'un des problèmes, c'est que la visioconférence, elle a vraiment été conçue par les magistrats et pour les magistrats sans que la défense ne puisse jamais s'exprimer. Tout d'un coup, on a une autre vision de la visioconférence, et notamment du côté des droits de la défense, je sais qu'on va en parler, voilà, ça permet à cette autre vision de la chose de s'exprimer et un certain nombre de réserves de se faire sentir. Donc, vous avez dit que c'était une visioconférence qui était organisée du point de vue des juges. Si on prenait en compte le point de vue des avocats de la défense, comment est-ce que vous verriez ça? Quel changement vous apporteriez? Alors, je vais même vous répondre, pas seulement en tant qu'avocat de la défense, et je vais vous répondre aussi en tant qu'avocat des victimes. Moi, je pense, on va en parler, je pense qu'on juge moins bien de toutes les façons en visioconférence. Je pense qu'on défend moins bien en visioconférence. L'un des gros problèmes des avocats, c'est la question de savoir, lorsqu'une visioconférence est organisée, est-ce qu'ils doivent se trouver aux côtés de leurs clients, en prison, puisque ce dont on parle, c'est des visioconférences organisées à partir des maisons d'arrêt et des centres de détention. Donc, est-ce qu'on doit être aux côtés de son client en prison? Ce qui est une partie de mon boulot. Une partie de mon boulot, c'est aussi de soutenir les gens humainement. Un procès, c'est une épreuve, et d'avoir quelqu'un qui, de son côté, qui peut physiquement vous soutenir, qui peut moralement vous soutenir, ça fait aussi partie de mon boulot. Je ne suis pas qu'un technicien et une machine à plaider. Et donc, est-ce que je dois être aux côtés de mon client, ne serait-ce que pour lui souffler des choses, pour le retenir ou pour physiquement le soutenir, ou est-ce que je dois être du côté des magistrats, parce qu'en réalité, je convainc toujours beaucoup mieux, ça j'en suis certain, quand je suis en présence des gens, parce qu'il y a plein de choses que je maîtrise quand je regarde les gens droit dans les yeux, notamment quand je dois les convaincre. Donc je pense que mon boulot d'avocat, et c'est un vrai crève-cœur et c'est un vrai sacrifice, c'est d'être du côté des juges. Ne serait-ce que parce que je ne leur fais pas toujours confiance, et que moi je ne sais pas ce qu'ils se disent quand je ne suis pas là, je ne sais pas ce qu'ils font quand je ne suis pas là, et au moins quand je suis là, je maîtrise quelque peu l'audience. Mais donc, j'abandonne une partie de mon client. Donc, en réalité, quelle que soit la solution, pour moi, ça, c'est inconciliable. On aura toujours ce problème-là. Il faut que j'abandonne un des deux côtés du procès. Si on doit améliorer les choses, ou en tout cas, quelle serait la vision de la défense, il faut toujours permettre un entretien préalable, déjà c'est un début de sacrifice, entre l'avocat et son client de façon confidentielle. Donc, je peux admettre une visioconférence à condition qu'avant le procès ou le débat procédural, on m'accorde 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps que je veux, pour discuter avec mon client, en visioconférence certes, mais de la façon dont ça va se passer. Parce que quand il comparaît devant ses juges, en France, quand j'arrive au tribunal, je peux demander à le rencontrer dans les geôles du palais. Je descends au palais et on discute. On est en bas. Lui, il est dans la prison du palais, mais on peut discuter et on peut préparer l'audience. Donc, déjà, quoi qu'il arrive, il faut que je puisse avoir cet entretien. Ça reste un sacrifice parce que pendant l'audience, je ne peux plus parler à mon client. Je ne peux pas lui dire ça, tais-toi, ou au contraire, tu devrais insister là-dessus, ou
ou que sais-je, je ne peux pas lui souffler quelque chose, je ne peux plus avoir de communication avec mon client pendant l'audience parce que tout le monde nous voit et nous entend de façon transparente. La deuxième chose, si on devait poser la question aux avocats, et je pense que c'est une question très importante auquel personne n'avait réfléchi, c'est la question du cadre. En France, les salles d'audience sont assez grandes. Enfin, j'imagine que c'est un peu la même chose au Canada. Et donc, la question de savoir qui est filmé et comment il est filmé n'est pas du tout une question anecdotique, je pense. D'abord parce que assez naturellement, celui qui parle doit être filmé, ça c'est une première chose, mais vous souriez, mais je peux vous dire qu'en France, les magistrats, parfois, ils ont tellement de mal à manipuler les choses. Le problème, c'est qu'en France, c'est les magistrats en charge de l'audience qui s'occupent de gérer cette question du cadre. Donc, le président d'audience, qui souvent n'a pas été formé, mais on va dire que les choses avancent depuis quelques années, donc c'est de moins en moins vrai. Maintenant, il commence à être un peu formé. Mais donc, le président de l'audience, celui qui va prendre la décision à la fin, a en plus la maîtrise technique de la mise en scène. Le terme donne l'impression qu'on est au cinéma, mais non, moi, je suis persuadé qu'il y a une question de la mise en scène. Et donc, c'est lui qui maîtrise ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et je trouve que l'une des façons, là où la défense ne devrait pas lâcher, ou là où la défense a quelque chose à dire, c'est que le code, la loi ne prévoit pas qu'est-ce qu'on filme, comment on le filme et quand on le filme. Et simplement de dire c'est celui qui parle qui apparaît à l'écran, ça ne me paraît pas du tout suffisant parce qu'il y a plein de choses qui se passent hors champ, il y a plein de choses qui se passent quand je parle, que des magistrats peuvent éventuellement me faire des observations, des réserves, avoir des mots qui, à mon avis, intéressent mon client et intéressent la défense de mon client. Donc, si on avait dû associer les avocats ou si on doit par la suite réfléchir à la façon dont on peut associer les avocats à la visioconférence, je pense que la maîtrise du cadre et la maîtrise de la mise en scène ne doit pas être donnée aux magistrats. Et je pense que c'est une tierce personne, un responsable technique, un greffier. Je ne sais pas quels sont les intervenants dans les procès au Canada. En France, on a notamment le greffier qui est en charge de la procédure, qui devrait, de façon objective, c'est-à-dire de façon prévue par le code, s'occuper de la façon de ce qu'on voit à l'écran, de ce qui apparaît à l'écran, et de la façon dont on distribue la parole, parce que en France, même si on a tous un ordre de parole à peu près légalement prévu, il n'en demeure pas moins que pendant un procès, les uns et les autres peuvent être amenés à intervenir. Et je pense que la question de l'image et la question de la distance fait qu'on n'intervient pas aussi facilement qu'on interviendrait si on était tous au même endroit et si on était tous présents au même endroit. Donc ça, c'était votre question. Vous me disiez, qu'est-ce que vous feriez si jamais vous deviez être impliqué dans les réformes. Après, je vous disais au début que je vais vous faire une réflexion qui n'est pas seulement qu'une réflexion d'avocat de la défense. Bien sûr, il y a tout le fantasme de la défense pénale qui est de dire, en réalité, l'avocat, il veut être à côté de son client parce qu'il veut pouvoir, j'en sais rien moi, manipuler les juges ou manipuler les jurés, et donc il faut qu'il puisse souffler quelque chose au client. On n'est pas que dans la manipulation. Un procès, c'est une façon de se présenter, c'est une façon de transmettre un message, et c'est quand même ça, la fonction première de l'avocat, c'est de porter la parole de l'autre. Donc, il me semble très important de pouvoir intervenir auprès de mon client pendant le procès. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, on parle de la visioconférence comme s'opposant ou au contraire permettant la publicité des débats. En France, la justice, elle est publique. Les salles d'audience sont ouvertes à tous. On n'a pas le droit de contrôler qui rentre et qui sort d'une salle d'audience. N'importe qui, n'importe quel citoyen français peut pouvoir s'asseoir dans une salle et regarder la justice. C'est vrai, pour le coup, je ne serais pas objectif si je vous disais, après tout, la visioconférence, si on multiplie les canaux de diffusion, sans arriver jusqu'au procès américain où c'est carrément diffusé à la télé, mais la visioconférence, elle permet une plus large transparence parce que du coup, il y a plus de gens qui, de chez eux ou de certains endroits autorisés, depuis l'université, pourraient assister à des procès. Et finalement, la publicité de l'audience, elle serait facilitée et augmentée. Ce que je veux répondre à ça, c'est que n'oublions pas qu'une audience, ça intéresse le public, ça intéresse la personne qui est jugée, évidemment, au premier chef, ça intéresse aussi les victimes. Et un procès, notamment un procès criminel, ça n'est pas toujours la rencontre douloureuse entre une victime et un accusé. C'est parfois une victime et un accusé qui peuvent s'entendre. Je vais vous donner un cas très précis. Je plaidais la semaine dernière un dossier devant la cour d'assises où, pour le coup, c'était un dossier de meurtre, dossier dramatique, dans lequel un monsieur de 40 ans est mort dans la rue, une bagarre qui a mal tourné.
il est mort dans la rue parce qu'il a pris un sale coup sur la tête. J'assistais donc la famille de mon client, la famille de la personne décédée, pardonnez-moi, et dans le box des accusés, il y avait celui qui était accusé du meurtre, qui reconnaissait les faits d'ailleurs, qui disait j'ai jamais voulu qu'il meure, mais c'est vrai que c'est moi qui l'ai tué. Au premier jour du procès, mes clients, évidemment, ne supportaient même pas d'entendre l'accusé et ce qu'il pouvait avoir à dire. Ils espéraient qu'il allait être condamné à perpétuité. De toute façon, c'était un salaud. De toute façon, il fallait qu'il meure. Et eux, ils avaient été condamnés à une douleur absolue. Et il n'y aurait jamais rien qui pourrait les rapprocher. Le procès a duré 1 semaine. Ces gens-là étaient en face les uns des autres. On ne parlait pas à travers un écran. Ces gens-là se sont sentis. Ces gens-là se sont entendus. Ces gens-là se sont parlé. Ces gens-là se sont frôlés au cours des suspensions d'audience. Ces gens-là ont fini par se comprendre. À la fin, l'accusé a été condamné. Il a été condamné pour meurtre. Il est parti en détention pour des années. Et la tante de la personne décédée, ma cliente, est venue le prendre dans ses bras. Et elle lui a dit, d'accord, ce que tu as fait, c'est horrible, mais au nom de celui qui est mort, je te pardonne parce que je ne veux pas qu'on quitte cette audience que dans la drame. Et j'espère que tu auras une belle vie parce qu'au moins, ça vaudra quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est aussi ça le rôle de la justice. La justice, c'est aussi un pacificateur social. Et il n'y a rien de plus beau qu'un procès au cours duquel toutes les parties sortent satisfaites. On parle pourtant de quelqu'un qui prend 12 à 14 ans de prison. On a un accusé qui reconnaissait les faits, qui part avec 14 ans de prison, mais qui a tenu dans ses bras la famille de la victime, qui lui a dit on te pardonne et on espère qu'après ça, tu pourras faire une bonne vie. C'est évident que cette rencontre-là, elle ne peut pas avoir lieu si les gens sont jugés à travers un écran. Et je pense que ça, on l'oublie beaucoup, et notamment, pour prendre un exemple plus cynique ou moins joli, il y a beaucoup d'accusés, parlons par exemple des crimes sexuels, qui nient les faits parce qu'en fait, ça leur est moralement ou psychologiquement impossible de reconnaître. C'est horrible de s'afficher comme étant un violeur ou comme un agresseur sexuel. Et j'ai vu plein de procès basculer parce que mis en face de la victime, mis en face de la souffrance de la victime, les gens craquent, les gens basculent, les gens se rendent compte qu'ils ont fait du mal à quelqu'un de vivant et qu'il y a un moment où leur défense baisse et où ils sont capables de reconnaître les faits. Et je suis persuadé que ça n'est pas possible avec la visioconférence et que c'est simplement parce que les gens sont physiquement en présence que ce genre de choses peut arriver. Donc, je m'oppose à la visioconférence, pas seulement au nom des droits de la défense, je vous en dirai un mot sur la façon dont je conçois l'audience, mais également en tant qu'avocat des victimes, parce que je pense que pour les victimes, ça n'est pas les mêmes procès et ça n'est pas la même rencontre qui peut avoir lieu lorsqu'on est dans le cadre d'une visioconférence. Pour vous parler, vous m'interrompez quand je parle trop, hein, pour vous parler par ailleurs de la question des droits de la défense et puis de ce qu'on va pouvoir reconnaître, de comment les choses vont évoluer, parce qu'en France, nous actuellement, avec la question du Covid, vous me le mettiez, effectivement, on a eu un certain nombre d'ordonnances qui sont prises et je pense qu'en plus, on a un certain nombre de mauvaises habitudes qui sont prises. Quand je défends de toutes les façons un accusé, l'autre rôle de la justice, au-delà de sanctionner l'accusé, me semble-t-il, pour que ça fonctionne, pour que cette mission de pacification sociale fonctionne, il faut que la peine puisse être comprise, acceptée. C'est un bien grand mot, je pense qu'on n'accepte jamais d'être condamné à 15 ou 20 ans de prison, mais qu'au moins on puisse le comprendre. La visioconférence, c'est une façon de mettre à distance, je trouve, celui qui est accusé. Lorsqu'on est jugé par visioconférence, d'abord, je trouve qu'il y a un vrai problème symbolique, c'est qu'on comparait en prison. Alors en France, on n'a pas les tenues oranges comme dans les films américains, mais n'empêche qu'on est en prison, à côté de soi, il y a un gardien, qu'on ne se tient pas pareil, qu'on n'est pas habillé pareil, qu'on ne s'exprime pas pareil lorsqu'on est en prison, derrière une petite table, que lorsqu'on va au-devant de ses juges et qu'on va s'expliquer devant ses juges. Donc déjà, je trouve que le procès organisé par visio, c'est une mise à distance de celui qui est accusé, plutôt que de le faire revenir dans la société, ou en tout cas de faire en sorte que le processus social du procès puisse se tenir en mettant les uns et les autres au même niveau, même si c'est très artificiel. Les juges ont leur robe rouge et leur hermine, les magistrats sont en robe noire et l'accusé reste dans le box, mais n'empêche qu'on est tous entre hommes, au sens philosophique grec du terme, on est tous ensemble dans la cité et on prend tous une décision ensemble. La visioconférence, je trouve que c'est une mise à distance de l'accusé qui d'ores et déjà ne fait pas partie du processus. Et donc, dans l'acceptation de la peine, je trouve que c'est un vrai problème de juger les gens par visioconférence. Après, il y a ce qu'on a évoqué qui a déjà maintes et maintes fois été dit,
c'est sûr qu'on ne défend pas quelqu'un de la même façon si on ne l'a pas à côté de soi. C'est sûr que tout ce qui est… mais je le disais aussi, je suis persuadé qu'on ne juge pas quelqu'un de la même façon. Tout ce qui est humain, tout ce qui peut passer, l'image qu'on donne à travers un écran est d'autant moins sensible au sens propre du terme. Il y a moins de sensations au travers d'une image que lorsqu'on a les gens qui comparaissent directement. Notamment quand on juge des crimes ou des délits et qu'à la fin, c'est des peines de prison assez longues qui doivent être prononcées, ça me semble d'autant plus important qu'on voit les gens en face. Après, on l'a tous vu là ou pas, je ne sais pas comment c'était au Canada. En France, tout le monde a découvert le télétravail, tout le monde a découvert les visioconférences, les apéros Zoom, etc. Et tout d'un coup, on s'est mis à dire, finalement, c'est une forme de communication. Je pense que c'est une fausse forme de communication. D'abord parce que finalement, ça demande une attention beaucoup plus difficile, je trouve, et beaucoup plus soutenue. On a plus vite tendance à se laisser distraire ou à faire autre chose lorsqu'on n'a pas les gens en face de soi. Et il me semble, cette fois-ci, du point de vue du magistrat, que c'est quand même la responsabilité minimum lorsqu'on a quelqu'un à juger, lorsqu'on doit condamner quelqu'un et lorsqu'on doit condamner quelqu'un à plusieurs années de prison. Ça me semble être un minimum que de pouvoir le regarder les yeux dans les yeux. C'est aussi une façon de responsabiliser les magistrats. C'est-à-dire qu'à mon avis, on ne juge pas quelqu'un qui est une image pixelisée qu'un être humain, un corps. Une peine de prison, c'est un corps qu'on enferme. Et je pense que la sensation de ce corps, c'est aussi quelque chose qui est très important pour le magistrat dans la décision qu'il a à prendre. Merci. Je pense effectivement que c'est des questions qui se sont beaucoup posées ces derniers temps. J'imagine que vous suivez l'actualité juridique. Beaucoup d'articles paraissent sur ce que les juges peuvent penser d'une partie en fonction de l'éclairage autour de l'avocat qui comparaît, en fonction effectivement, comme vous l'avez dit, du cadre. C'est vrai que voir quelqu'un dans une pièce qui est peut-être sombre et triste versus le voir au tribunal quand il vient accompagné de son avocat avec peut-être plus de prestance, ça a certainement un effet. Je vais maintenant passer à la question que vous avez mentionnée plusieurs fois. Donc, quels sont au final les droits de la défense qui sont protégés, qui bénéficient d'une protection constitutionnelle en droit français et dans quelle mesure s'y rattache le droit pour l'accusé d'être présent physiquement durant son procès? Alors, les droits de la défense, c'est une notion très floue et ça n'a jamais été clairement défini ni clairement établi. C'est pour le coup une construction jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des cas concrets, on vient dire ce qui appartient ou ce qui n'appartient pas aux droits de la défense. La comparution physique devant un juge a été considérée comme un droit de la défense pour la première fois par la décision dont nous parlions tout à l'heure, qui est celle du Conseil constitutionnel d'avril 2020. En fait, le Code de procédure pénale, même s'il est réformé à peu près toutes les années, n'avait jamais imaginé à l'origine qu'on puisse juger quelqu'un en son absence. On s'est mis à imaginer et à organiser un procès en l'absence d'un prévenu, mais il est toujours prévu par la loi, c'est même pas un droit de la défense, on n'a même pas besoin de faire appel à ce principe, pour le coup, la loi le prévoit systématiquement, il est toujours prévu à minima qu'un avocat se présente et ait le droit physiquement de se présenter pour représenter son client à un procès. Donc, si on peut admettre des exceptions et que certains cas se fassent par visioconférence, en tout cas, on n'admettra jamais et on ne pourra jamais organiser un procès hors la présence de l'avocat si l'avocat demande à rencontrer les juges. Vous me posiez la question incidemment. On a eu un cas à La Haye, je crois, sur les grands procès. Comment il s'appelle, Monsieur Goudet, qui a demandé à comparaître physiquement. En France, encore une fois, si vous demandez à comparaître physiquement, on ne pourra pas organiser un procès en votre absence. En tout cas, ça sera censuré. Tout d'un coup, je réalise qu'il y a 3 mois, il y a eu une décision à Marseille qui a un peu fait parler d'elle en France, où il y a des magistrats qui ont considéré que des détenus qui étaient maintenus en maison d'arrêt du fait d'une grève des surveillants qui avaient refusé de les conduire devant le tribunal pouvaient être jugés en leur absence et en l'absence d'un avocat. Je crois que c'est un cas très exceptionnel et la Cour d'appel va évidemment censurer. Mais pour dire que les magistrats, voilà, il y a un certain nombre de principes qui nous semblent être, à nous, avocats, des principes de base qui ne sont pas forcément admis par les avocats. Donc, en France, la comparution devient un droit de la défense depuis cette décision du Conseil constitutionnel. En tout cas, l'assistance par un avocat physiquement présent est, elle, totalement établie. Et ça ne pourra pas, en l'état, être remis en cause. Pour le reste,
les droits de la défense qui sont constitutionnellement protégés, c'est le caractère contradictoire d'un procès. Vous devez toujours avoir accès à ce à quoi l'adversaire a accès, avec des particularismes français, c'est-à-dire que ce caractère contradictoire, il s'attache au procès. Donc, vous ne pouvez pas être jugé sans avoir accès à la totalité du dossier. En revanche, en France, la garde à vue, qui est ce moment où vous êtes retenu par les policiers pendant 24 heures, 48 heures, même 5 jours dans certains dossiers, vous avez le droit à un avocat, mais l'avocat n'a pas accès au dossier. Donc on se sent un peu inutile, on est à côté des gens sans savoir exactement ce que les policiers ont reproché. Donc voilà, c'est encore assez variable là-dessus. Pour l'essentiel, c'est ça. Je vois dans l'immédiat le caractère contradictoire et après, on a des principes de loyauté dans l'administration de la preuve qui sont, je pense, des principes à peu près équitablement répartis en fonction des pays. Mais rien de bien exceptionnel. On le plaide souvent, mais les droits de la défense sont un peu le parent pauvre des grands principes de la justice pénale en France. Merci. Je passerai maintenant à une question qui vise plus particulièrement la crise sanitaire que nous vivons. Est-ce que vous pensez que, à cause de cette crise, l'expérience judiciaire va amener à un assouplissement des règles relatives à la présence physique? Les gens s'habituent, comme vous avez dit, à la communication par Zoom, au 5 à 7, à la comparution, à tous les aspects de notre vie en fait, qui passent maintenant par le virtuel. Est-ce que vous pensez que suite à cette crise, il y aura une tendance de la justice qui va s'accélérer vers la visioconférence? Alors, je le crains. Vous dites un assouplissement, moi je vais dire un affaiblissement. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. C'est ce que nous, on appelle l'effet taquet. Le taquet, c'est sur une barre physiquement bricolage. Quand vous franchissez une barre, après, on ne peut plus revenir en arrière. Pendant le Covid, donc, il y a eu les ordonnances qui ont été prises au mois de mars, qui ont, tenez-vous bien, non pas prévu un développement de la visioconférence. Dans un premier temps, ils avaient même prévu que les détentions provisoires étaient automatiquement prolongées, sans même qu'on rencontre les juges. Donc, il n'y avait plus d'avocats, il n'y avait plus de juges, et tout le monde voyait sa détention provisoire automatiquement prolongée de 4 mois. On a fait un certain nombre de recours. La Cour de cassation s'est prononcée il y a 3 semaines en disant non, ces prolongations sont illégales, il faut quand même qu'il puisse y avoir une explication devant le juge. Et donc, ils se sont rattrapés aux branches et ils ont prévu un certain nombre de comparutions au travers de la visioconférence. Donc, on n'avait plus besoin de faire extraire les gens parce que ça mettait l'état d'urgence sanitaire ne permettait pas ces extractions et il ne fallait pas que les gens se rencontrent. Donc, actuellement, et c'est encore le cadre, tant que l'état d'urgence sanitaire qui a été voté par le Parlement et qui, pour l'instant, est prévu pour durer jusqu'à la mi-juillet, tant que l'état d'urgence sanitaire est en cours, la visioconférence est possible dans beaucoup plus de cas qu'elle ne l'est traditionnellement. Je suis persuadé que les gens vont prendre l'habitude, et quand je dis habitude, c'est dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que les gens vont prendre le pli. Le sentiment que j'ai, c'est que notre capacité d'indignation s'amoindrit. C'est-à-dire que on s'habitue et on ne réalise plus à quel point il y a un certain nombre de choses qui peuvent être scandaleuses ou qui peuvent être critiquables qui sont en train de se passer. Après, il ne faut pas nier non plus. C'est parfois pratique, la visioconférence. C'est beaucoup plus confortable pour moi de pouvoir rester au cabinet ou de pouvoir aller au tribunal où je peux faire 3-4 choses en même temps, plutôt qu'à chaque fois attendre que mon client vienne ou pas. Il faut qu'on résiste. Voilà. Il ne faut pas que l'air du temps, il ne faut pas que cette petite musique s'impose à tous. Vraiment, je ne suis pas contre le progrès technique. Au contraire, je pense qu'il y a plein de choses à faire en matière de justice. Mais ce que vous dites est en train de devenir une réalité. Et il faut absolument qu'on réalise ce qui est en train de se passer pour résister et qu'en tout cas, les avocats ne lâchent pas ce combat parce que c'est un vrai combat sur les principes et qu'il faut empêcher cette diffusion de la visioconférence. Merci pour votre question. Est-ce que vous pourriez préciser exactement ce que contiennent ces ordonnances, je pense, qui ont été prises le 25 mars et dans quelle mesure elles peuvent imposer la vidéoconférence? Alors oui, parce qu'elles sont très larges et elles prévoient plein de choses. Sur la question de la visioconférence, donc, encore une fois, ça a été en 2 temps. Au départ, ce qu'elles ont prévu, ce n'est même pas la visioconférence. Au départ, ce qu'elles ont prévenu, c'est que les gens qui étaient en détention provisoire avaient automatiquement leur détention provisoire qui était prolongée de 4 mois en matière criminelle et de 2 mois en matière correctionnelle sans que les juges, sans que les avocats n'aient leur mot à dire. Ça a été censuré et donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que malgré d'ailleurs la décision du Conseil constitutionnel, qui vient un peu en opposition à ça, mais qui ne s'appliquera qu'au mois d'octobre,
ce qui est prévu, c'est que le contrôle de la prolongation de la détention provisoire puisse se faire par un magistrat à travers une visioconférence, donc l'organisation d'un débat entre un détenu qui reste en prison et son avocat qui éventuellement va rencontrer le magistrat ou reste en détention. Pour vous montrer à quel point la tendance et la pente est forte et pourquoi il faut résister, dans le texte, ça c'est une exception. C'est-à-dire qu'il est marqué, les détentions provisoires doivent être prolongées en fonction de l'article 145 et suivant du Code de procédure pénale, qui est la règle normale. Toutefois, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, il sera possible d'organiser un débat par visioconférence, en présence de l'avocat ou à la demande de l'avocat en sa présence, jusqu'à ce que l'état d'urgence sanitaire se poursuive. Et il y a même une troisième ligne qui dit, lorsque la visioconférence n'est pas possible, et j'ai eu le cas la semaine dernière, je vous raconterai ce que ça donne par la suite, lorsque la visioconférence n'est pas possible, alors exceptionnellement, le magistrat pourra prolonger la détention provisoire uniquement sur les observations écrites de l'avocat. Là, pour le coup, c'est un vrai scandale. J'ai eu ça la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai un magistrat qui m'a dit je prolonge. J'ai contesté en disant ben non, vous ne pouvez pas prolonger parce que ça n'est possible que si vous me dites que la visioconférence n'est pas possible. Or, en l'état, vous ne m'avez pas du tout expliqué pourquoi la visioconférence n'est pas possible. Je veux faire des observations. Il a prolongé quand même. J'ai fait un recours qui sera examiné dans 2-3 semaines, donc on n'aura pas la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Mais donc, alors qu'il me semble que en période de crise, et typiquement là on était dans une crise sanitaire, une crise sociale, une crise politique importante, les principes sont faits pour être respectés en période de crise. Ça sert à ça une démocratie, ça sert à ça une république, ça sert à ça un code de procédure pénale. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on doit dire « Ah, on respecte les principes ». Ça, tout le monde respecte les principes quand tout va bien. C'est au contraire quand tout va mal qu'on doit résister, s'arc-bouter sur nos principes. Ce que je constate, c'est qu'en France, qui est pourtant le pays qui, alors à l'international, vient donner des leçons à tout le monde en expliquant que c'est nous les plus forts, c'est nous les plus beaux, dès qu'il y a la moindre petit problème, dès qu'on a eu des affaires de terrorisme, tous nos principes ont volé en éclats. Et là, dès qu'on a un problème médical ou un problème social, tous nos principes ont volé en éclats. Voilà, je trouve qu'on ne fait pas assez attention au respect des principes et que c'est précisément en période de crise qu'ils doivent montrer qu'ils sont solides. Merci du partage de votre enthousiasme. J'aurais une autre question à vous poser. Vous avez mentionné plusieurs fois, au travers de votre opposition à la vidéoconférence, qu'il y a d'autres moyens technologiques que vous pensez intéressants. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être modernisé dans la justice et qu'est-ce qui, selon vous, ne doit absolument pas être touché? Alors, pour moi, la limite, c'est la comparution personnelle. On ne peut pas condamner des gens et juger des gens sans les voir. Après, vous allez, je ne sais pas à quel point vous connaissez notre système. Est-ce que vous savez qu'avoir une copie de dossier sur CD-ROM, c'est possible en France depuis 3 ans? Je vous parle d'un CD-ROM, je ne parle pas d'une clé USB ou d'une transmission d'un dossier de façon numérique. Donc nous, on en est encore. Alors maintenant, on a des ordinateurs qui ont plus de lecture de CD-ROM, mais la justice nous donne des CD-ROM avec la copie de nos dossiers. Je pense que globalement, en matière de communication entre l'accusation et la défense, de communication des dossiers et des communications de pièces, je pense que la dématérialisation est une très bonne chose. C'est ridicule qu'on aille encore au tribunal pour consulter des dossiers. C'est ridicule qu'on aille rencontrer des magistrats. En France, il faut que vous sachiez que si on écrit un mail à un magistrat, c'est très mal vu et c'est considéré comme du harcèlement. Donc, les magistrats ont tous la même adresse email, c'est leur nom, le point, le prénom, et puis après, @justice.fr. On sait très bien comment écrire un mail à un magistrat. Si on connaît son nom et son prénom, on peut deviner son adresse. Et on est en 2020, je reçois encore des messages outrés ou des appels outrés de magistrats qui disent « Comment osez-vous m'écrire sur ma boîte mail ?» En 2020, non, je ne vais pas te faire un fax ou t'envoyer un pigeon voyageur. Je pense que ça aussi, ça peut faciliter un certain nombre de choses sur la communication et la dématérialisation technique. Mais c'est pour vous dire à quel point on est en retard. Pourquoi je crois encore au progrès technique? Parce que nous, on vient vraiment de très, très loin. En revanche, je dirais toujours que les plaidoiries depuis le cabinet, voilà, que même les interrogatoires, enfin, tout ce qui relève du témoignage, de l'audition, de la formation d'une conviction pour un magistrat, ça ne peut pas se faire à distance. Et je vous parle de la matière pénale pour le coup, parce que je suis persuadé qu'en matière civile, en revanche, il y a plein de procès qui pourraient très bien se faire en visioconférence, voire même par l'échange simple de dossiers dématérialisés de façon numérique. Et qu'est-ce qui justifie, selon vous, que la justice ait d'un côté avancé assez rapidement et radicalement vers la visioconférence et que d'un autre côté, tout se passe encore en papier, qu'on ne puisse pas envoyer de courriel?
Qu'est-ce qui justifie ces deux vitesses? Alors, je pense que la justice française est très pauvre. Je crois qu'on est au 22e rang européen en matière de budget de la justice rapporté au nombre d'habitants. Donc, je pense qu'il y a un vrai souci de budget et de réduction des coûts, et que l'un des coûts principaux de la justice ou du fonctionnement de la justice, c'était la question de ces extractions. En plus, ce sont des questions et des débats qui sont très difficiles à percevoir par l'opinion publique. Si je vais parler de ça dans les journaux, ou si je vais parler là, tout le monde va dire c'est des histoires de voyous, c'est des histoires de méchants garçons, et après tout, s'ils sont en prison, ils l'ont bien cherché, c'est pas du tout porteur. Et pour les politiques, c'est pas non plus du tout porteur. Donc, le respect des principes pour les gens qui sont prisonniers, en fait, avant d'avoir des ennuis avec la justice, tout le monde, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc, je crois qu'il y a un vrai problème à impliquer l'opinion publique dans ces histoires-là. Et de l'autre côté, il y a un vrai problème de coût sur les extractions. Et encore une fois, en France, on est vraiment les champions de la détention provisoire. On est malade de cette détention provisoire. Et l'un des premiers budgets ou postes sur lequel on peut travailler sur la question des coûts, c'est effectivement la question de la gestion de ces détenus. Ça coûte très cher de détenus, ça coûte très cher de garder des gens en détention, ça coûte très cher de bouger des gens. Pour le reste, on est la France, on est le pays des Lumières, on a raison depuis 1780, on a toujours fait sur le papier. Voilà. Les choses bougent un peu, mais la magistrature, c'est un milieu qui est très dur, qui n'est pas du tout progressiste. Ou même, on le voit, les gens qui sont magistrats aujourd'hui, qui pourtant, aujourd'hui, on devient magistrat entre 25 et 30 ans, les gens ne sont pas du tout férus de nouvelles technologies, les gens ne sont pas du tout. Enfin voilà, c'est un milieu très réactionnaire, c'est un peu exagéré comme mot, c'est un milieu voilà, pas très progressiste. Merci. Je pense qu'on a plus ou moins passé au travers de toutes les questions que je voulais aborder avec vous au nom du laboratoire. Je vais inviter l'audience à poser des questions via la fenêtre Q&A. Ma collègue G va nous rejoindre et on va pouvoir vous faire part des questions qui sont venues par l'audience. Donc G, je te laisse la parole. As-tu des questions à poser? Oui, merci Hélène. Donc, je rappelle à nos participants que cet entretien web est enregistré et sera rediffusé sur le site web du laboratoire de cyberjustice, donc cyberjustice.ca d'ici la fin de la journée. Donc, vous pouvez le revoir au moment qui vous convient. Alors, merci beaucoup à Ahmed Poulet pour ce bel échange. Vous avez en partie répondu à la première question par rapport à cette mise en scène confiée aux magistrats, mais je vais la lire au complet parce que vous auriez d'autres choses à ajouter. Alors, serait-il possible d'élaborer sur les moyens techniques utilisés pour la comparution à distance en France? Par exemple, nombre de caméras, nombre d'écrans, dans quel lieu se situent les différents intervenants, les explications du processus aux parties. Est-ce que vous avez eu des expériences de vidéocomparution qui auraient été mieux réussies que d'autres? Oui, alors j'ai plein de catastrophes et j'en ai rarement qui se passent très bien, mais ça, c'est ma vision d'avocat. De façon très étonnante, la visioconférence, elle est autorisée par la loi, mais elle n'est pas organisée par la loi. Donc, il n'y a aucun texte qui dit, je ne sais pas moi, quelle doit être la taille minimum d'un écran, comment le son doit être diffusé, combien il faut de haut-parleurs, combien il faut de caméras, qui doit manipuler la caméra. Ça n'est prévu par aucun texte. Et donc, les magistrats, parce que c'est aux magistrats qu'on confie cette responsabilité, au cas par cas, en fonction des lieux où ils se trouvent, essayer d'organiser les choses. J'ai plaidé il y a 2 mois, pour le coup, une visioconférence à laquelle je me suis opposé et on a été obligé de renvoyer le dossier. Donc, mon client est resté en prison un peu plus longtemps. La visioconférence, elle était organisée sur un écran d'ordinateur qui devait faire, je ne sais pas, je suis nul en pouces, mais ça devait faire 25 pouces, c'est-à-dire un vieil écran télé des années 90. Et donc, on était tous réunis autour de ça et on se passait un casque, genre casque d'iPhone filaire, pour entendre ce que mon client avait à dire. Donc, vraiment, ça dépend des endroits où on se trouve. En principe, la visioconférence, elle est organisée depuis la maison d'arrêt à partir d'une salle qui est dédiée à cela. Donc, c'est une pièce vide avec un bureau fixé au sol parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient vouloir le jeter comme c'est une bête sauvage sur la caméra avec un siège fixé au sol. Donc, moi, quand je suis à ses côtés en tant qu'avocat, souvent, je n'ai même pas de siège. Il est devant une télévision qui est blindée, donc qui est enfermée dans un meuble blindé parce que, pareil, on ne sait jamais, ils pourraient vouloir détruire le matériel. Et théoriquement,
les surveillants pénitentiaires doivent quitter la salle. Je dis théoriquement parce que quand je suis aux côtés de mon client, je peux demander au surveillant de sortir. Quand je suis en salle d'audience et que j'ai un plan fixe, je ne sais pas du tout qui il a derrière lui ou aux côtés de lui. Et si je ne pense pas lui poser la question, je ne suis pas certain du fait qu'il est tout seul. Mais donc, normalement, il est tout seul. De l'autre côté, en salle d'audience, maintenant, ce sont des caméras qui, je ne sais pas comment le dire, un peu sphériques, qui sont généralement plutôt bien disposées à un angle assez large qui permet de se diriger vers l'avocat général, le procureur, pardonnez-moi, l'accusation, le tribunal ou la cour, les 3 magistrats qui ont jugé, et l'avocat au moment où il plaide. Ça veut dire quand même aussi que lorsqu'on parle, il faut parler avec un micro. Ce qui, l'air de rien, change aussi. C'est toujours un média en plus. C'est l'utilisation d'un outil supplémentaire. Je pense qu'on ne défend pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon à travers un micro, mais ça, après tout, c'est aussi le progrès technique. On peut très bien apprendre à parler avec un micro, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'exprime avec un micro pour que la personne qui soit en détention puisse s'exprimer. Voilà, encore une fois, il n'y a rien qui est prévu par les textes. Il appartient à l'avocat, s'il estime que les droits de la défense, techniquement, ne sont pas respectés, qu'on n'entend pas assez bien ou quoi que ce soit, de demander l'interruption. Mais pour vous donner un exemple, si c'est interrompu, si on n'entend pas, tout le monde se regarde un peu gêné. Et puis, c'est à l'avocat de dire, attendez, là, je considère qu'on ne peut pas continuer parce que ça fait 3 minutes que vous n'entendez pas ce que mon client a à dire, ou bien ça fait 3 minutes que lui n'entend pas ce qu'on a à dire. Il n'y a rien qui est prévu par le texte. Okay, merci. Je reviens un peu sur la portée de l'utilisation des visioconférences en France. Donc, d'après ce que je comprends, suite à l'arrêt du Conseil constitutionnel en matière pénale ou correctionnelle, donc tout ce qui est autre que criminel, donc dans quelle mesure la visioconférence est toujours permise? Est-ce que c'est seulement pour les incidents procéduraux? Hein? Je comprends que la tenue d'un procès par visioconférence n'est toujours pas permise. Hein? Si, elle est possible, okay, mais avec la possibilité pour l'accusé, on va dire le prévenu, de s'y opposer. La question, c'était, est-ce qu'on peut imposer une visioconférence? Donc, en matière correctionnelle, la visioconférence est possible, mais avec la possibilité pour l'accusé de s'y opposer. La question que le Conseil constitutionnel avait à trancher, c'était en matière de détention provisoire. Ce n'est pas au moment du procès, c'est toute cette phase avant le procès où les gens restent en prison. En France, on peut rester en prison 3 ans ou 4 ans avant son procès. Vous voyez comme le principe de la présomption d'innocence est parfois étonnamment respecté, mais c'est vraiment une réalité. Et donc, c'est dans ce cadre-là et dans le cadre du contrôle de cette détention provisoire que le Conseil constitutionnel est dû dire c'est pas possible qu'on ne rencontre pas physiquement son juge et c'est pas possible que vous ne puissiez pas vous opposer à la visioconférence. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, très limité dans ses applications pratiques. C'est une jolie victoire symbolique. Ça me permet de venir le dire devant vous, mais en pratique, ça ne change pas encore grand-chose. Mais ça va tenir. Merci. Donc, dans les cas où la personne détenue consent à la visioconférence, quels seraient les autres critères à prendre en compte par le juge pour décider à savoir si on va de l'avant ou non avec la visio? Ou c'est seulement le consentement de la personne détenue qui compte? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Ça a sauté. Oui. Vous voyez le problème de la visio. C'est correct. Dans les cas où la personne détenue consent à la visioconférence, est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte par le juge pour tester à savoir si effectivement on y va avec la visio? Très bonne question et j'ai même oublié de vous dire ça. La question de la visioconférence, elle est totalement maîtrisée par le juge, c'est-à-dire que c'est lui qui décide et il n'a pas à s'en justifier. Donc, moi je vous dis, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire quelque chose, je vous redirai tout à l'heure, je sais que c'est pour des questions budgétaires qu'ils organisent des visioconférences parce que ça coûte moins cher en matière d'extraction, mais le juge ne prend pas une décision disant je vous indique que tel jour il y aura une visioconférence pour telle et telle raison. On est averti du fait que ce soit une visioconférence, on en est quand même averti parce qu'éventuellement il faut qu'on puisse aller en maison d'arrêt, mais ça n'est jamais motivé. Et moi je vous dis, le critère à 99%, c'est une question budgétaire. L'autre critère qui est un peu lié à la question budgétaire, c'est qu'on a des gens parfois qui ne supportent pas la détention provisoire ou qui essayent de pousser à la faute, ou bien qui sont des excités et qui font des demandes de mise en liberté tous les jours, parce qu'on est dans un cas de détention provisoire. Bon, le juge, il a le droit de dire la 5e fois dans le mois, bon, ça fait 5 fois que je le vois, ça coûte des sous et puis j'en ai marre de le voir pour qu'il me dise tout le temps la même chose, je fais une visio, au moins, je n'aurais pas à m'imposer son discours en direct. Voilà, mais il n'y a pas de critères dit pour cela. OK. Merci. Ensuite, on a une dernière question à savoir, est-ce que, d'après ce que vous avez observé, est-ce que les magistrats ou les autres parties, par exemple les victimes, sont en faveur d'une visioconférence ou non? Alors,
c'était là, ça tombe bien, c'est là-dessus que je voulais finir. C'est évident, si tout fonctionnait bien, ce serait évidemment plus confortable pour les magistrats. Ça va plus vite, c'est moins pénible, on n'a pas quelqu'un qui vous hurle à quel point c'est horrible d'être en prison, etc. Pour le coup, ils maîtrisent le cadre, donc ils maîtrisent le temps de l'audience. S'ils ont envie de couper le son, ils peuvent couper le son. Je vous jure, j'ai déjà entendu ça quand il y avait un client qui hurlait. J'ai vu un magistrat qui a baissé le son. Et par ailleurs, cette histoire du coup, en 2009, il y a une circulaire qui avait été prise par un ministre qui avait dit que les tribunaux, en fonction de leur façon de gérer le budget, auraient plus ou moins des bonnes notes, auraient des meilleurs budgets l'année suivante. Et on s'est rendu compte qu'on incitait les magistrats à recourir à la visioconférence parce que c'est comme ça qu'ils seraient bien notés par leur hiérarchie et c'est comme ça qu'ils seraient bien vus par la chancellerie. On est revenu là-dessus, mais c'était vraiment pour dire que la logique, et si les magistrats étaient pour, ou en tout cas trouvaient que c'était un progrès, c'était essentiellement pour une question budgétaire. Grâce à cet arrêt et grâce aux discussions qui en ont suivi, il y a d'autres magistrats qui se sont exprimés et il y a d'autres magistrats qui sont venus dire publiquement, mais non, nous en fait, on préfère pouvoir s'opposer à la visioconférence. Encore une fois, ça veut dire que ce n'est pas une opposition de principe, mais on veut pouvoir choisir pour des questions autres que budgétaires et on estime que dans bien des cas, il est plus important pour nous d'avoir la personne en face. Et d'ailleurs, à l'audience devant le Conseil constitutionnel, moi je représentais une association d'avocats, mais il y a une association de magistrats qui est venue se présenter et qui a demandé également, au nom des magistrats, certains magistrats, qu'on censure cette décision. Du côté des victimes, je n'ai jamais vu de victimes qui me disent « Ah, la visioconférence, c'est quelque chose de formidable. » Ça, j'ai jamais eu ça. Je pense que, quel que soit le côté pénible, voire physiquement difficile d'être confronté à son agresseur, je pense que tout le monde dans un procès, quand il est victime et qu'il est parti, veut que la personne soit là et qu'elle puisse s'exprimer en direct. Merci beaucoup. Ce qui fait le tour des questions des participants. Donc, en fait, nos webinaires sont disponibles en ligne pour toute personne intéressée, donc ce n'est pas limité aux personnes inscrites et il n'y a pas de temps limite en principe. Alors, je cède la parole à ma collègue Hélène pour d'autres questions ou le mot de la fin. Donc voilà, ce qui clôture notre conférence. Donc pour conclure, j'aimerais tout d'abord remercier notre conférencier. Je suis sûre que vous avez un horaire très chargé, donc on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour une conférence extrêmement intéressante et enrichissante. J'aimerais aussi remercier le public pour leur participation et pour leurs questions. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci à notre conférencier, merci à notre audience et bonne fin de journée.